Monsieur le directeur de l'ENSTIB, merci de nous avoir prêté votre amphithéâtre et l'école aujourd'hui pour parler du bois. C'est une belle collaboration entre la faculté de droit et l'ENSTIB, collaboration un peu inattendue au départ, mais finalement, dont j'espère qu'elle aura des prolongations. Alors, cette matinée, au cours de laquelle nous avons entendu divers intervenants, suscite, paraît-il, une nécessité que j'en fasse une synthèse, que je fais bien volontiers, ce que je vais essayer de faire brièvement, avec toute l'indulgence d'un public qui sait qu'après moi viendra l'apéritif, ce qui naturellement m'attire toutes les sympathies. Nous avons aujourd'hui, je crois, vu trois dimensions apparaître: un bois que je vais qualifier de politique, un bois pratique et un bois juridique. Le bois politique, Michel Henrich a ce matin, dès son préambule, posé l'enjeu. Avec les meilleures intentions du monde, a-t-il dit, on cherche à développer la filière bois dont d'ailleurs Pascal Triplow par la suite a démontré qu'on pouvait se demander si elle était unique ou polymorphe. On essaie de développer la filière bois parce que, comme l'a dit Jean-Pierre Manot, c'est le deuxième employeur de Lorraine, que c'est un emploi qui, pour partie, n'est pas délocalisable, parce que c'est un gisement, notamment pour la Lorraine et plus particulièrement encore pour les Vosges, mais généralement, puisque nous avons appris que sur les 36 000 communes de France, 11 000 sont forestières, à ces forêts communales s'ajoutant la forêt domaniale de l'État, comme nous l'a très justement rappelé M. Zand tout à l'heure. Il y a un enjeu politique. Mais, comme l'aurait dit De Gaulle à son époque pour l'Europe, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise en criant « bois, bois, bois » pour que les choses progressent. Et Michel Henrich a dit comment traduire cette merveilleuse exigence, cet objectif de développer le bois à travers un certain nombre de dimensions techniques. L'enjeu est essentiel. Comme l'a rappelé Jean-Pierre Manot tout à l'heure, nous sommes en train de créer dans les Vosges, en plus de notre très célèbre ligne bleue, une ligne verte. Espérons que juridiquement nous ne passerons donc pas, c'est facile, mais je le fais, la ligne rouge. L'enjeu est donc politique, on le sent. Il faut faire du bois, il faut mettre du bois, il faut utiliser le bois. On n'a pas toujours le sentiment de savoir exactement pourquoi il en faut, mais il en faut. Il faut en mettre le maximum et ensuite il faut traduire ça dans la pratique. Le fait est que chez les praticiens que nous avons vus aujourd'hui, la question ne se pose pas. On sait faire. On sait le brûler. On a vu tout à l'heure qu'on sait très bien le brûler dans des usines qui produisent de l'énergie. Rappel ayant été fait à nos étudiants comment on fait de l'électricité à partir du bois, ce qui n'est pas toujours une évidence. Surtout, par exemple, nos étudiants de 5e année ne sont pas visés, mais nos étudiants de première année qui l'ignorent assez régulièrement. On le brûle dans des sociétés d'économie mixte dont nous avons appris avec une certaine stupeur qu'elles sont rentables, ce qui est rarissime chez les sociétés d'économie mixte, et qui plus est qu'elles ont des filiales qui vont jusqu'à commercialiser les produits dans la France entière et qui vont même jusqu'à exploiter des centrales photovoltaïques à Marseille. Les Vosges avancent, puisque nous colonisons maintenant le sud de la France, les Vosges. Sur la Moselle, mais enfin c'est une annexe. Nous colonisons le sud de la France. Les praticiens nous disent on sait faire du bois, on sait construire en bois, ça ne pose pas de problème. Bon, on a quelques petites difficultés techniques avec des problèmes de certification qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre et quelques obstacles techniques un peu ridicules. On nous a expliqué ce matin, par exemple, que pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de matériaux, il fallait obtenir des certifications, mais on ne les avait que si on en vendait depuis un an. On ne peut pas les vendre si on n'a pas la certification. Bon, ça c'est typiquement français, c'est le serpent qui se mord la queue, ça ne doit pas être compliqué à corriger. Le politique en veut, le praticien sait faire, mais voilà, c'est chez le juriste que ça bloque. Dans un premier temps, c'est le législateur qui est intervenu. Il a adopté des lois que nous a rappelées M. Zand. La loi sur la qualité de l'air, la loi Grenelle-Machin, toutes lois plus compliquées les unes que les autres, avec des affirmations grandioses, rappelons-le, chacun a droit à un air pur, ce qui était quand même un grand moment de la création législative française. Heureusement qu'on n'a pas affirmé que chacun avait droit à un air pollué, parce qu'on aurait été censuré. Donc, le législateur est intervenu.
Et dans une loi, il est même allé jusqu'à dire qu'il fallait intégrer une certaine quantité de bois dans les constructions. Et la patatras, Jean-Louis Debré arrive, casse tout par sa question prioritaire de constitutionnalité numéro 2013-317, et explique que non, on ne peut pas imposer une certaine quantité de bois dans les constructions. C'est ce qui a entraîné, on l'a bien senti, une grande tristesse dans les propos d'un certain nombre de nos intervenants. Oh zut, on ne pourra pas imposer une certaine quantité. Erreur. La décision du Conseil constitutionnel a été mal lue. Le Conseil constitutionnel n'a pas du tout censuré le principe de l'intégration d'une certaine quantité de bois dans les constructions. Il a simplement censuré le fait que dans la loi, le législateur avait confié au gouvernement le soin de fixer le pourcentage de bois dans la construction, car il a estimé que c'était là une atteinte à la liberté d'entreprendre et que les atteintes aux libertés relèvent exclusivement de la compétence du législateur. Il suffirait donc au législateur de reprendre lui-même le taux de construction, le taux de bois dans les constructions, pour que l'obstacle du Conseil constitutionnel soit levé. Alors que le législateur fasse son travail, remette son texte en place. Je l'aurais dit si Michel Henrich avait été encore là, je l'aurais dit devant un parlementaire, mais il y aura bien quelqu'un pour lui transmettre mon message d'amitié à l'égard de la création législative française. Pour une fois, le législateur peut être utile, alors qu'il ne se gêne pas et qu'il travaille sa copie pour qu'elle ne risque pas la critique du Conseil constitutionnel. On peut, et ça n'est qu'une atteinte tolérable dans la mesure où elle est justifiée par un intérêt général, on peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Il faut saluer d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui, pour une fois, n'a pas cédé au mythe de la concurrence et ne nous a pas sorti, au nom de la concurrence du béton, une interdiction constitutionnelle. Ce n'est pas un problème de concurrence, c'est un problème d'incompétence juridique du gouvernement. Donc, le chantier, si je puis dire, de la quantité de bois dans la construction reste ouvert. Il est encore ouvert par une deuxième technique que M. Pruvot nous a très justement démontrée. On peut parfaitement, lorsqu'on est maître d'ouvrage et qu'on lance un projet, dire qu'il faut que la construction soit, pour faire simple, une construction bois. Il l'a rappelé, mais il a insisté à juste titre, et le message commence là à s'adresser à nos juristes nouvellement formés et à ceux qui sont en formation l'année prochaine. Il faudra rédiger correctement le programme architectural avant de lancer les marchés de travaux et avant, bien entendu, de lancer aussi la maîtrise d'œuvre. Il faut savoir rédiger les contrats, c'est-à-dire arrêter de faire, comme le font trop de services de collectivités publiques, des copier-coller de modèles de contrats antérieurs et de recopier les catastrophiques cahiers des clauses administratives générales françaises qui sont à la rédaction juridique ce que la déconstruction est à l'art. Il faut savoir rédiger un contrat, mesdemoiselles, messieurs, avoir un peu d'imagination, peaufiner les clauses, et on arrive à faire en sorte, comme le disaient nos intervenants, que la technique du marché public finisse par servir les objectifs de la collectivité. Oui, on peut décider de construire bois. C'est possible, il suffit de le dire, et tous les lobbies de bétonneux, comme on les a appelés aujourd'hui ici, devront rentrer chez eux, ils ne pourront pas combattre une collectivité qui veut construire en bois. La deuxième question juridique est beaucoup plus épineuse et n'a quasiment pas été abordée aujourd'hui. On a suggéré, à travers des interventions, M. Pléron, par exemple, que l'on pourrait essayer de chercher à prendre du bois du coin, du bois local. Alors on a voulu du peuplier machin dans telle construction, du châtaignier truc dans telle autre, de l'épicéa du Jura à Montbéliard, ici c'est du hêtre, tout le monde veut son petit bois de sa production locale dans son bâtiment. Michel Henrich a posé ce matin la question, comment fait-on pour imposer du hêtre local à la souris verte? C'est amusant, hein, comme intitulé pour un grand endroit de la culture française, la souris verte, c'est drôle. On n'y aurait pas forcément pensé. Enfin bon, ça c'est une autre question. Donc, comment faire du hêtre à la souris verte? Ça c'est un article de doctrine. Je pense qu'on trouvera bientôt ça dans une revue juridique, comment faire du hêtre à la souris verte. Je pense que ça aurait un grand succès dans la JDA, par exemple. Ça mettrait un peu d'humour.
Comment faire? Là, la question est plus difficile. Il est évident, et le juriste répond clairement, que vous ne parviendrez jamais à trouver une manière d'imposer dans une construction que le bois soit un bois local, en tout cas si vous le dites comme ça. Si vous dites « je veux du peuplier du coin, du châtaignier d'ici, de l'épicéa de pas loin ou du hêtre des environs », il est évident que le document par lequel vous lancerez la publicité sera invalidé par n'importe quel juge. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut mettre en avant pour déterminer un critère de choix n'est jamais un élément de localisme. J'attends, parce qu'on demande aux juristes de trouver des solutions, mais j'attends d'abord que les spécialistes du bois soient capables d'expliquer aux juristes pourquoi il faut d'abord du châtaignier. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le châtaignier, qui fait qu'on doit l'imposer dans la construction? Le juriste ne le sait pas. Je ne suis pas du tout un spécialiste du châtaignier, pas plus que du peuplier d'ailleurs, de l'épicéa ou du hêtre. Bon, je ne suis pas un technicien du bois. Or, on demande au juriste d'aller rédiger des documents dans lesquels il va devoir faire avaler au contrôle de légalité. Bon, ça, pas faisable. Un petit peu bac à cadeau et c'est bon. Ou bien à la concurrence, alors là c'est autre chose, qu'on veut tel et tel produit. Il faudra donc, et ça c'est un axe de recherche qui peut permettre encore de nouveaux développements de collaboration entre les STIB et la fac, trouver la traduction en termes de règles juridiques des qualités particulières d'un bois déterminé qu'il faut permettre aux juristes de mettre en musique. Si on veut une essence déterminée, on ne va pas mettre juste « je veux telle essence » parce que le juge administratif, quand on ne lui démontre pas que le côté sélectif d'un critère se justifie par le but qu'on poursuit, il annule. Si on ne lui explique pas pourquoi on veut telle et telle essence, il annule. Donc déjà, commençons par être capable d'expliquer très clairement dans les procédures la raison pour laquelle on veut une essence particulière. Et ensuite, quant au local, eh bien, dans le dernier exposé, on nous a démontré que le local... Alors, passage d'ailleurs, que les techniciens cessent de confondre les filières dites filières courtes avec des problèmes de distance. Je le précise parce que les technocrates de Bruxelles considèrent qu'est courte une filière qui comporte moins d'intermédiaires. Si vous allez acheter un arbre en Nouvelle-Zélande et que vous le faites venir directement dans les Vosges, c'est juridiquement une filière courte. Donc, il y a un petit problème. 1 kilomètre, c'est court. Mais directement de Nouvelle-Zélande, c'est court. Vous avez compris ce que c'est que Bruxelles. Hein, une façon de voir les choses qui est très particulière. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre du bois local, bois qui vient de pas loin, eh bien, il faut trouver un critère qui le justifie. Et on nous a lancé des pistes aujourd'hui. Par exemple, si on a à faire un transport plus court des matériaux depuis le lieu de fourniture vers le lieu du chantier, cela dégage un bilan carbone meilleur, lequel bilan carbone peut devenir l'un des critères de choix des matériaux et des entreprises, à condition, évidemment, qu'on ne mette pas le critère avec un coefficient 12 et le prix avec coefficient 1. Parce que là, on va s'apercevoir, évidemment, de la supercherie. Mais il y a des pistes qui permettent de répondre concrètement aux demandes des élus, pour peu que, pour une fois, il y ait enfin une coopération complète entre les techniciens et les juristes, qui sont deux catégories d'êtres qui se regardent en chien de faïence en permanence dans toutes les collectivités du monde, le technicien pensant que le juriste est un empêcheur de tourner en rond, et le juriste pensant que le technicien est un ignare total en matière d'état de droit. La coopération des deux permettra intelligemment de traduire en termes juridiques les exigences des techniciens qui eux-mêmes traduisent les exigences politiques. Du politique on passe au pratique, du pratique on passe au juridique. Et puisque le législateur est empêtré aujourd'hui dans ses textes et que le gouvernement pond décret sur décret sans obtenir le moindre résultat, le salut viendra effectivement des maîtres d'ouvrage locaux qui doivent se débrouiller pour définir eux-mêmes leur politique de construction ou leur politique de production d'énergie, le cas échéant. Alors, quel enseignement tirer de la matinée? Avec un opportunisme considérable, et au bruit d'un jeu de mots particulièrement catastrophique, mais bon, c'est normal, je conclus,
Je dirais tout simplement que si nous avons entendu ce qui s'est dit aujourd'hui, ceux qui vont résoudre le problème demain seront les spécialistes des contrats publics, les juristes qui auront l'intelligence d'inventer de nouvelles clauses, de les proposer, de les faire valider aux élus qui sont toujours en demande de choses nouvelles et qui détestent rien moins qu'une chose, qu'on leur dise non. En élu, si vous lui dites non, ça ne va pas. Si vous lui dites oui, je vais me débrouiller, alors là, il est heureux, c'est le bonheur absolu. Donc il faut lui répondre oui, je vais me débrouiller. Et ensuite, par une coopération entre le praticien technicien et le juridique, parvenir à une solution. La solution, c'est le spécialiste des contrats qui, demain, par la rédaction des cahiers des charges, des programmes, des clauses, des critères de choix, finira par réussir à imposer le bois comme traduction juridique de cette volonté politique. Vous l'aurez compris, ce que je veux vous dire, c'est que, à l'égard du bois, les étudiants en droit constituent une planche de salut. Je vous remercie.